Ce podcast est une production du Chem Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du Chem Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Expliquer à sa patiente qu'on n'entend pas le cœur de son bébé lors d'une échographie ou d'un monitoring. Apprendre qu'une autre patiente s'apprête à vivre une interruption médicale de grossesse ou que son bébé est décédé. Quel mot choisir quand on doit annoncer une mauvaise nouvelle ? Quel suivi proposer avant une IMG ou lors d'un post-partum consécutif à un deuil périnatal ? Et si on ne s'en sent pas capable, comment l'expliquer avec délicatesse à sa patiente ? Tous ces aspects, nous les abordons aujourd'hui avec Alix Perrotet. Alix Perrotet est sage-femme, elle a travaillé pendant de nombreuses années en maternité et elle exerce à présent en libéral, en Seine-Saint-Denis, au domicile de ses patientes. Spécialisée dans le suivi prénatal des grossesses à risque, elle suit notamment en post-natal les familles dont les bébés sont hospitalisés ou sont décédés. Dans ce nouvel épisode, elle vous livre les différentes manières d'accompagner les femmes et les couples qui vivent cette épreuve. Les sages-femmes sont des professionnels de santé particulièrement exposés à la question du deuil périnatal, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. Quelle est, selon vous, la principale difficulté à laquelle vous êtes confrontée en tant que sage-femme quand vous apprenez qu'une patiente a perdu son bébé ? La première difficulté, en tout cas dans l'activité de sage-femme en général, c'est vraiment l'accueil de l'annonce, parce que on vit et on grandit avec les histoires de nos patientes et ça nous touche toujours. Très peu de formations sont proposées au sein des hôpitaux sur ces sujets-là. Donc on apprend souvent sur le tas lors de notre pratique et lors des échanges avec les couples, et on s'ajuste au fur et à mesure selon notre sensibilité et selon notre capacité aussi à accompagner ces couples. Donc il va y avoir des périodes dans nos vies où ça va être plus facile d'accueillir ces nouvelles-là, et puis il y a des périodes où de notre côté c'est aussi difficile. Ça vient trop nous chambouler et on n'arrivera pas à être pleinement présent pour ce couple. Nous allons revenir dans cet entretien sur quelques cas concrets auxquels les sages-femmes peuvent être confrontées. Et l'un de ces cas de figure, justement, c'est quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'activité cardiaque, soit au moment d'une échographie, pour les sages-femmes échographistes, soit lorsque vous réalisez un monitoring et que vous ne parvenez pas à détecter les battements du cœur. Il va falloir l'expliquer en fait à la patiente et la rediriger vers un hôpital. C'est ce qui s'est passé justement pour Anne-Gaëlle, qui s'est rendue chez sa sage-femme pour sa dernière échographie à 37 semaines d'aménorrhée. Je m'installe, elle commence à me poser la sonde sur le ventre, et puis là je vois qu'elle devient un petit peu plus sérieuse. Du coup le silence s'installe un petit peu, mais moi j'étais tellement à des kilomètres de me douter qu'il y avait un problème que j'ai attendu. Et puis là elle me demande quand est-ce que j'ai senti mon bébé bouger pour la dernière fois. Donc je lui dis hier soir, cette nuit. Et là elle me dit j'entends pas le cœur du bébé. Donc moi dans ma tête, je me dis il a dû se cacher, voilà, comme ils peuvent faire des fois. Elle a du mal à l'attraper, mais j'étais encore totalement à des kilomètres de penser qu'il y avait un problème ou quoi que ce soit. Et puis là elle commence à me dire qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Est-ce que j'avais moyen d'y aller? Et puis moi dans ma tête, vraiment je vais pas aller passer la journée à l'hôpital. Voilà, encore complètement dans le déni. Et là, en fait, elle a été bienveillante dans le sens où elle me dit je vais appeler votre mari, je vais lui dire de venir. Donc, elle m'a mise après dans une salle à l'écart, et là, je commence vraiment à comprendre que quand même, il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un problème. Et puis, en fait, plus ça va, et puis plus je comprends qu'il n'y a plus rien, que c'est terminé. Dans ce témoignage, Alix, la sage-femme ne dit pas que le bébé est décédé, mais tout l'enjeu pour elle est de faire comprendre à sa patiente qu'il y a un problème. D'ailleurs, Anne-Gaëlle l'explique très bien, elle a eu en premier une phase de déni complet. Et c'est un moment très particulier pour les sages-femmes de faire passer ce message pour être sûre ensuite que la patiente va se rendre à l'hôpital.
Alix, comment formuler les choses, sachant que dans tous les cas, ce sera très violent pour la patiente? En tant que sage-femme, on ne peut pas poser le diagnostic. Ce n'est pas à nous d'annoncer les décès, c'est à un médecin. C'est un moment assez délicat où il faut faire preuve de tact, mais de fermeté pour dire à la patiente que là, techniquement parlant, il y a un souci. On n'arrive pas à capter le cœur. On ne comprend pas pourquoi. Et que donc, du coup, il y a besoin d'approfondir le sujet avec plus de technologie. Et donc, plus de technologie égale l'hôpital. Après, la réaction de la patiente, elle peut être très diverse. Il y en a qui vont très vite comprendre et donc du coup qui vont s'inquiéter, qui vont poser beaucoup de questions et donc là il va falloir rester sur sa position et c'est ça qui est très difficile. Non madame, pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus, tout en sachant intérieurement qu'on en sait un peu plus. C'est en plus des attitudes qui peuvent être assez perturbantes pour les patientes qui nous ont vues dans un contexte beaucoup plus joyeux, détente, mais rester dans un contact bienveillant avec la patiente, garder ce côté entourant et bienveillant et un geste, un mot. Elle dit dans son témoignage que la sage-femme l'a mis dans une pièce d'à côté. Ne pas la remettre dans la salle d'attente, au milieu d'autres femmes avec leur bébé qui papotent. Et donc il faut, je pense, être relativement neutre tout en écoutant la patiente, accueillant ses émotions et en lui l'assurant qu'on sera là pour l'accompagner jusqu'au bout. Si par exemple on va avoir beaucoup de difficultés à l'accompagner après, bah voilà, il faudra plus tard lui dire que c'est trop difficile pour nous de l'accompagner, mais en tout cas d'être sûr et certain qu'à cet instant T, elle arrive dans un endroit sécure où elle va être prise en charge. Il y a un autre cas de figure médical auquel les sages-femmes peuvent être confrontées, c'est quand vous apprenez qu'une patiente que vous suiviez va vivre une IMG, une interruption médicale de grossesse. Sur ce point, nous allons écouter 2 courts témoignages, ceux d'Agathe et de Céline. Agathe était suivie par une sage-femme libérale prénommée Estelle pendant toute sa grossesse. Et donc, Agathe explique comment cette sage-femme a été présente pour elle à partir du moment où la décision d'interrompre la grossesse a été actée au 3e trimestre. Quand aux dernières échographies, les choses ont commencé à mal tourner, en fait, Estelle a été mise au courant par mon obstétricienne. Elle faisait régulièrement des points sur tous leurs dossiers communs. Et du coup, j'ai pas eu besoin de la former. C'est elle qui m'a proposé de m'accompagner pour mon IMG. Elle est venue la semaine avant. Elle souhaitait en fait m'accompagner pour mettre au monde ce bébé. J'ai trouvé cette formulation très belle et en fait, elle m'a demandé, de reformuler ce que j'avais compris du déroulement de l'IMG pour y apporter des précisions. Et ça m'a aidée parce que du coup, moi, j'ai su où j'allais en fait. Et elle a eu vraiment un comportement mais exemplaire. Elle m'a tout le temps en fait considérée comme une maman. Elle n'a jamais remis en cause mes douleurs. Enfin, ça a été vraiment une personne clé dans la gestion de mon deuil. Estelle, la sage-femme, se rend donc disponible pour sa patiente et il en est de même pour Céline qui a vécu 2 fois cette épreuve de l'IMG. Et pour sa 2e IMG, elle est accompagnée par sa sage-femme. À l'annonce de la 2e IMG, elle m'a tout de suite proposé un rendez-vous pour rédiger ensemble mon projet de naissance. J'ai beaucoup aimé qu'elle me propose ce rendez-vous tout en précisant que si c'était trop pour moi, je pouvais annuler, même au dernier moment. Elle m'a expliqué que même si c'était une IMG, j'étais tout à fait légitime à rédiger ce projet. J'ai donc fait une version de mon côté et ensemble au rendez-vous, nous avons vu ce qui était envisageable ou pas de demander, notamment en salle de naissance. Et elle a aussi pris des nouvelles de mon conjoint au cours de ce rendez-vous et ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'importe qu'il soit considéré dans toute cette histoire. Alix, dans ces 2 témoignages, on comprend que les sages-femmes ont accueilli cette nouvelle de l'IMG en proposant à leurs patientes d'être présentes pour elles. Les liens se sont renforcés. Céline, la 2e jeune femme, parle même de projet de naissance qu'elle a élaboré avec la soignante. Plus largement, qu'est-ce qu'on peut proposer à une patiente qui s'apprête à vivre une IMG si on se sent capable justement de l'accompagner? Et en sachant par ailleurs que certains couples décideront, quoi qu'il arrive, d'être
suivis exclusivement à l'hôpital par la suite. Je pense que si on s'en sent capable, il faut leur dire qu'on est là et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et après, si le lien perdure, comme les 2 patientes le décrivent, leur proposer une préparation spécifique, c'est-à-dire effectivement de déjà revoir le protocole de comment va se dérouler l'IMG et peut-être le devenir du corps, les choix qu'ils vont avoir a posteriori, peut-être aussi d'anticiper le postpartum. Peut-être qu'ils vont retenir qu'une toute petite partie des informations, mais ils savent qu'on est une personne ressource et qu'on pourra revenir sur ces informations. Et je trouve que le projet de naissance est essentiel parce que cette naissance, aussi particulière qu'elle est, elle n'arrivera qu'une seule fois. Sur les premiers accouchements, c'est encore l'intérêt est encore plus grand parce elles ne peuvent pas se projeter sur quelque chose puisqu'elles ne l'ont jamais vécu. Notre travail en tant que libéral, du coup, c'est de venir accompagner ses parents pour gagner en sérénité devant l'accouchement auquel ils n'avaient pas du tout prévu de faire face. C'est aussi de dire à ses parents que ils sont parents, que quoi qu'il arrive, ils seront toujours les parents de l'enfant qu'ils vont mettre au monde, de les réassurer que quels que soient les choix qu'ils vont faire pour cet enfant, ce seront des choix de parents et d'amour. Et puis il va y avoir des dizaines de petites choses qui vont leur redonner du pouvoir d'agir et qui, dans leur souvenir de l'accouchement, leur permettra de faciliter le deuil. Pour rebondir sur ce que vous dites, ça implique en fait que les sages-femmes connaissent les protocoles de prise en charge des interruptions médicales de grossesse dans les hôpitaux à proximité de leur cabinet. Eh ben pas forcément. J'ai beaucoup d'hôpitaux autour de moi, donc clairement je ne peux pas connaître les protocoles de tout le monde, mais je peux donner les options. On peut leur dire d'arriver avec leur projet de naissance en salle de naissance et d'en discuter avec la sage-femme qui est en train de les prendre en charge au moment de la naissance. Et du coup, elles vont pouvoir, au début de la prise en charge, dire « Ok, ça on pourra faire, ça on pourra pas faire. Moi, je suis plus à l'aise là-dedans. » Et elles pourront trouver un terrain d'entente entre tout le monde. Et je pense que justement, de prévenir les parents en amont que tous les personnels ne seront pas forcément à l'aise avec leurs demandes, c'est aussi les préparer à se confronter aux différentes personnalités des différents soignants auxquels ils vont avoir affaire. Et quand le deuil intervient subitement au cours de la grossesse, que ce soit à la toute fin ou même avant, ou que le décès arrive après la naissance de l'enfant, il y a certaines sages-femmes qui vont être mises au courant directement par la maternité, d'autres qui vont recevoir un message de leur patiente. Alors déjà, comment est-ce que ça se passe pour vous et quelle est selon vous la réaction la plus adéquate quand on accueille cette nouvelle? Quand je vois qu'on arrive à la date du terme, souvent déjà vers 41 semaines, je prends des nouvelles de la patiente si j'ai pas de nouvelles et je fais un texto très ouvert. Bonjour, comment allez-vous? Je vois que vous êtes arrivé au terme de votre grossesse. Où en êtes-vous? L'idée n'est pas de demander comment va ton bébé? Parce que si la réponse est « mon bébé est en réanimation, nous sommes sur le point d'arrêter les soins », gloups quoi. Si je n'ai pas de réponse, j'attends quelques jours, soit j'appelle la patiente, soit si c'est une patiente que j'ai vue juste une fois en anténatale, je relance un deuxième petit message très ouvert. Et après, quand je reçois vraiment l'annonce du décès des bébés, j'envoie un message en disant que moi je suis formée et habituée à accompagner le deuil périnatal, que je reste à leur entière disposition maintenant ou plus tard pour les accompagner. Je laisse vraiment la porte ouverte à toutes les modalités. Je leur dis aussi que j'ai un réseau de personnel soignant chez qui je peux les orienter, qui sont formés et en tout cas sensibilisés au sujet de la périnatalité. Et puis, selon le contexte de la patiente, si c'est des grossesses pathologiques, des grossesses complexes, il y avait un contexte d'IMG, j'aime toujours faire un petit paragraphe de réassurance. Souvent, c'est des patientes que j'ai suivies pendant plusieurs semaines avant. Donc, parfois, je les vais 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine à domicile. Donc, on a tissé un lien et du coup, je leur exprime vraiment qu'elles ont été courageuses, que c'est un moment qui va être difficile à traverser, mais que elles vont avancer pas à pas. C'est crucial, en fait, pour vous de ne pas laisser cette nouvelle sans réponse. Déjà, s'ils nous l'annoncent, c'est qu'ils sont en capacité de nous l'annoncer. Et du coup, ils nous envoient une perche. Et dans l'idéal,
leur répondre avec nos mots les plus simples et les plus sincères. Je pense qu'il faut pas en mettre des tonnes. De toute façon, il y a pas grand-chose à dire dans ces moments-là, mais il faut être sincère avec eux. Et puis je dirais que si on ne se sent pas de les accompagner, je pense qu'on peut leur mettre tout de suite un petit mot en leur disant c'est un sujet sur lequel que je ne maîtrise pas. Retourner d'un peu dans le factuel finalement pour se protéger et dire par contre je connais une collègue, un médecin généraliste, un professionnel de santé qui pourra être présent pour eux. Si on ferme notre porte parce que c'est trop difficile pour nous, d'ouvrir la suivante pour que ces parents ne se sentent pas finalement abandonnés. Qu'ils se sentent abandonnés, c'est effectivement le risque. Et à ce propos, découvrons le témoignage de Yolanda, dont la petite fille est décédée quelques jours après sa naissance en réanimation néonatale. Je précise que le bébé est transféré dans un hôpital différent de celui où sa maman a accouché. Yolanda n'est restée qu'une journée et demie à la maternité et à sa sortie, elle est complètement perdue. Elle prend alors contact avec la sage-femme qui l'a suivie pendant toute sa préparation à la naissance. Donc elle passe en fin de journée. Et en fait, quand elle arrive dans la chambre, déjà, je suis un peu surprise parce qu'en fait, elle n'amène aucun matériel en fait pour m'ausculter, ni me prendre la tension, ni rien du tout en fait. J'ai le souvenir qu'elle s'est juste installée à côté de moi. Elle m'a écoutée et du coup rien. Et puis en fait, moi, j'ai rien osé lui demander non plus. En fait, je me suis dit est-ce que c'est déplacé de lui demander de m'ausculter ou pas, vu qu'elle le fait pas. Enfin bref, j'étais vraiment un peu perdue à ce moment-là. Et je me rappelle qu'à la fin de l'entretien, elle m'a juste dit bon, par contre, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir repasser puisqu'en fait, vous avez pas votre bébé, quoi. Et là, moi, les bras m'en tombent, quoi, parce que je me dis mais c'est ma sage-femme, elle m'a suivie pendant toute ma grossesse et là, je suis en train de vivre le pire, je suis en plein dans mon postpartum. Et du coup, j'ai quelqu'un qui est en face de moi. Je le prends vraiment comme un abandon à ce moment-là. Elle prend ses affaires. Elle part et à aucun moment, elle ne me donne d'informations sur ce qu'il convient de faire. C'est vraiment, je la sens hyper gênée. Et là, je me dis, mais personne prend en considération, en fait, moi, ma douleur, mon corps, tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'était de l'abandon parce que c'était pas en plus quelqu'un que j'avais juste vu 1 heure. J'avais dû faire au moins, je sais pas, 7-8 heures de préparation avec elle. Donc, ça comptait quand même pour moi. Elle a plus du tout pris de nouvelles, plus du tout de nouvelles. Elle m'a même pas envoyé de message pour savoir si comment allait mon bébé ni quoi que ce soit. Et c'est moi qui lui en ai donné en fait quand ma fille est décédée. Je lui ai envoyé un message pour lui dire voilà que Alice était décédée. Et ça fait 4 ans, j'attends toujours une réponse, quoi. J'ai jamais eu de réponse en fait à ce texto, jamais. Dans ce témoignage, Alix Perrotet, on voit bien que la sage-femme est distante, elle ne répond plus à sa patiente lorsque cette dernière lui annonce le décès de son bébé. Il y a sûrement beaucoup de gêne, en fait, derrière tout ça. Et puis, se pose la question de la visite à domicile aussi. Est-ce que c'est possible ou pas quand le bébé soit est hospitalisé, soit est décédé? Qu'est-ce qu'il aurait été possible de dire ou de faire pour amener les choses de la façon la plus délicate possible pour une patiente qui vit déjà une épreuve et pour qui chaque mot, en fait, va compter? Je pense que cette sage-femme s'est retrouvée effectivement en grande difficulté face à tout ça, entre elle-même et sa réalité émotionnelle, et puis la réalité administrative. Le système de soins français, actuellement, n'a pas pris en compte encore la suite des grossesses où derrière, il n'y a pas de bébé présent. Il y a un aspect tout à fait financier qui fait que c'est des consultations où on doit prendre notre temps, et c'est des consultations qui sont aussi peu rémunératrices, et donc du coup ça peut être compliqué de consacrer des consultations d'1 heure, d'1 heure 30 à des parents si on a une charge de cabinet qui est énorme. Après, je pense que dans ces moments-là, il faut expliquer aux patientes, aux couples, les choses, leur dire factuellement les visites à domicile c'est compliqué, et soit les réorienter si c'est vraiment compliqué pour nous, soit être créatif. Et donc du coup peut-être effectivement de dire ok, je passe une fois à domicile et puis après je vous propose qu'on se voit soit au cabinet mais sur des créneaux qui vous sont
dédié. J'avais souvenir d'une sage-femme quand elle recevait les parents sans bébé. Donc, en fait, elle leur réservait des créneaux de fin ou de début de consultation. Et en fait, elle enlevait les faire-part de son cabinet. Elle avait un système amovible. Et donc, elle le décrochait du mur et elle le raccrochait une fois qu'elle avait vu ces parents-là. Et donc, ça leur permettait, par exemple, de dire, bah voilà, je vous propose de vous voir en premier le matin. Et à ce moment-là, je prépare le cabinet pour vous accueillir. Et puis, ça permet du coup à la patiente de se projeter vers quelque chose de différent. Au départ, elle se voit pas du tout retourner dans son cabinet, qu'elle voit effectivement comme le lieu avec tous ces bébés, toutes ces images de bébés, toutes ces images trop difficiles. Et voilà, de dire, bah voilà, j'ai aménagé le cabinet de manière à ce qu'il soit sécurisé pour vous. Bah, du coup, ça peut lui permettre de se projeter dans un rendez-vous au cabinet. Pour les sages-femmes qui nous écoutent et qui se demanderaient comment accompagner ce deuil, ce postpartum sans bébé, concrètement, vous, Alix, quel type de suivi est-ce que vous proposez à vos patientes dans ces moments-là ? Au départ, de refaire un examen clinique, de vérifier que les saignements sont bons, etc., font partie de l'examen de base. Après, rapidement, cet examen clinique n'a plus lieu d'être quand tout va bien. Et après, moi, je leur propose d'être suivies autant de fois qu'elles en ont besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois de rendez-vous, on fait un point en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Est-ce que vous voulez qu'on poursuive les rendez-vous ? À quelle fréquence ? Et puis, depuis la mise en place des entretiens post-nataux précoces, on peut leur proposer ces 2 temps d'entretien en leur disant, la Sécu, et là c'est pareil, on remet du technique. La Sécu propose ces 2 entretiens, 1 à 4 semaines, 1 à partir de 10 semaines. Et donc, du coup, on peut profiter un peu de ces aspects techniques pour leur proposer de les revoir sur des temps qui sont vraiment dédiés à l'échange et à la prise en compte de leurs émotions. Quand on évoque aussi le deuil périnatal, il y a l'éventuelle grossesse suivante. Dans quelle mesure ce vécu de deuil va-t-il impacter le suivi que vous proposez en tant que sage-femme à vos patientes de nouveau enceintes ? La grossesse d'après, c'est la grossesse de la fin de l'innocence. On ne va plus aux échographies pour connaître le sexe, mais on va aux échographies pour savoir si tout va bien. Et puis chaque rendez-vous est source d'angoisse, puisque qu'est-ce qu'on va nous annoncer à ce rendez-vous ? Est-ce que tout va bien ? Et donc ces parents, ils ont besoin de beaucoup de réassurance. Ils ont besoin de savoir que leur bébé va bien. Et en même temps, il faut poser un cadre. C'est-à-dire que non, on ne peut pas faire des échographies toutes les semaines. Il ne faut pas non plus rentrer et nourrir les angoisses. Pour ces parents, ce qui est intéressant, c'est de vraiment d'opter pour un suivi multidisciplinaire et de prendre tous les acteurs, que ce soit l'hôpital, les libéraux, les sages-femmes, les kinés, pourquoi pas, le médecin généraliste, l'échographe, et qu'on arrive à un espèce de protocole du juste intermédiaire. Alix, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à vos collègues sages-femmes pour qu'ils et elles se sentent mieux armés, peut-être, face à cette épreuve, pour qu'ils puissent finalement construire un espace sécurisant pour eux en tant que soignants, mais aussi pour les patients ? Du coup, moi, je dirais que ces parents, ils ont besoin en premier d'une écoute dans un cadre non jugeant total. C'est vraiment... Ils n'ont pas forcément besoin qu'on agisse. Ils ont surtout besoin qu'on les écoute et qu'on soit présent pour eux. Si vous avez envie de vous former, mais peut-être avant de vous former, de rencontrer des parents endeuillés qui sont plus loin dans leur cheminement et de participer, par exemple, à des soirées d'associations de parents endeuillés, parce que finalement, d'écouter leur retour sur ce qu'ils ont vécu avec leurs soignants, ça vaut 1000 formations. Et surtout, de prendre soin de vous et de ne pas rester seul dans des situations qui vous atteignent. C'est-à-dire que si ce que ces parents vous ont raconté est trop difficile pour vous, de surtout, vous aussi consulter pour ne pas rester seul avec vos difficultés, ce qui ferait que, à l'annonce suivante, vous seriez encore plus en difficulté. Et du coup, encore moins en capacité d'aider ses parents. Pour résumer, voici quelques pistes que vous pouvez explorer si vous êtes sage-femme et que vous accompagnez des patientes et des couples qui vivent un deuil périnatal. Tout d'abord, l'une de vos patientes traverse cette épreuve, mais vous ne vous sentez pas en capacité de l'accompagner vous-même.
L'important est de ne pas la laisser seule et isolée dans son vécu. Comme le suggère Alix Perrotet, exprimez-lui votre soutien et transmettez-lui, par exemple, des ressources et contacts de professionnels qui pourront lui proposer un suivi adapté. En l'orientant ainsi, vous êtes déjà en train d'accompagner votre patiente dans cette épreuve. De plus, il peut arriver que l'une d'entre elles s'apprête à vivre une IMG ou traverse un postpartum sans son bébé vivant et qu'elle ait des difficultés à se rendre à votre cabinet parce qu'elle ne souhaite pas retourner dans ce lieu et croiser des femmes enceintes ou des nouveau-nés. Si ce n'est pas envisageable pour vous de vous déplacer à son domicile, d'autres alternatives peuvent être proposées. Alix Perrotet a notamment mentionné des rendez-vous en tout début ou en toute fin de journée. Il y a également la possibilité de faire des consultations en visioconférence. Ces propositions permettront peut-être à votre patiente de se sentir davantage en sécurité et donc de poursuivre l'accompagnement avec vous. Et pour terminer, si vous ressentez le besoin d'échanger sur ces questions, n'hésitez pas à vous tourner vers des associations consacrées au deuil périnatal. Certaines structures proposent des moments de rencontre entre parents endeuillés et soignants. Parmi ces associations, vous pouvez retrouver notamment Petite Émilie, Agapa ou encore Spama. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez des ressources complémentaires dans la description de cet épisode. Un grand merci à Alix Perrotet, sage-femme en libéral, pour sa participation au podcast du Chem Santé. Retrouvez très prochainement de nouveaux entretiens avec des kinésithérapeutes, médecins généralistes, pharmaciens, infirmières et psychiatres. Des entretiens dans lesquels un professionnel de santé partage avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des patientes et des patients qui vivent un deuil périnatal. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du Chem Santé.